Savez-vous qui est Jeffrey Epstein? Sachez qu'en Espagne, nous avons aussi nos propres affaires. 2 affaires pénales, je risque 9 ans de prison. Les gens pensent qu'aux États-Unis, oh oui, ils aiment ça. Aux États-Unis, les enfants, il semble que dans toute la politique occidentale, il y ait une perversion claire envers les enfants. Tout commence lorsque je porte plainte contre Monica Oltra pour la dissimulation institutionnelle des abus commis par son mari, qui est aujourd'hui en prison. Je ne parviens pas à prouver l'absence de divulgation de secrets, malgré les preuves fournies. Aujourd'hui, je risque 4 ans de prison. Le mari de Monica Oltra va-t-il profiter de la loi d'Irene Montero? Eh bien oui, il sortira plus tôt. C'est-à-dire, si tu cherches maintenant Cristina Seguí, tu trouves Cristina Seguí, condamnée pour avoir torturé des victimes de viol. Qu'il aille chez une femme ou dans une école pendant qu'elle est chez elle, qu'il emmène un enfant et qu'elle ne le revoie plus jamais. Tous ces enfants finissent dans des familles, dans des couples LGTBI. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, je ne sais pas si c'est vraiment un grand plaisir parce qu'en réalité, c'est une émission assez difficile et j'espère que vous l'écouterez jusqu'à la fin. Parce que mon Dieu, dans quel état est ce pays et la politique? Comment la justice est-elle instrumentalisée contre ceux qui veulent révéler les dessous de l'État? Notre invitée d'aujourd'hui est une femme très courageuse et brave. Une femme qui a déjà affronté des procès dans lesquels on réclamait des peines de prison pour avoir révélé des vérités. Aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi elle est ici. Elle s'appelle Cristina Seguí. Bienvenue, comment vas-tu? Comment vas-tu, Jota? Merci beaucoup pour l'invitation. J'en avais vraiment envie et c'est la meilleure raison d'être ici, non? Comment? Cette opportunité? À plus tard? Eh bien, c'est une opportunité assez difficile parce que, raconte-nous, Cristina, à quoi fais-tu face? En à peine un mois, à peine un peu plus d'un mois, n'est-ce pas? Moi, cela fait 6, 5 ans et demi que je fais face à cela depuis ces 5 ans, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai réussi, où j'ai déposé cette plainte pénale contre Monica Oltra pour l'affaire des dissimulations institutionnelles d'abus sexuels sur une fillette placée sous sa tutelle de la part de son mari, qui est aujourd'hui en prison, a déclenché une vague de plaintes de sa part et de la part du bras armé du parquet, de cette dame qui est sa grande amie, Susana Gisbert, procureure chargée des délits de haine et de la violence de genre de la communauté valencienne, qui assiste à des événements d'engagement. C'est Monica Oltra qui a présenté son recueil de poèmes. Elles sont des amies très proches et elles l'affichent ouvertement. Au total, dans 2 affaires pénales, je risque 9 ans de prison. J'ai déjà affronté la première pour un seul acte, pour lequel j'ai maintenant une condamnation de 15 mois sur les 4 ans et demi qu'il demandait, et maintenant j'ai un nouveau procès le 2 mars à 9h30 à la Cité de la Justice de Valence. Il demande encore 4 ans et demi de plus. Tout cela vient de la même procureure et bien sûr en traversant un chemin compliqué avec des fuites dans la presse. C'est-à-dire que mes procédures d'enquête, alors qu'elles étaient secrètes et uniquement sur le bureau de cette dame, se sont retrouvées sur le téléphone de plusieurs journalistes. L'un d'eux m'envoie la photo de mes procédures et je me dis que ce n'est pas possible. Je vais au décanat. Des tribunaux, nous n'avons rien, mais bien sûr, c'est-à-dire ce sera au parquet. J'obtiens des aveux d'un fonctionnaire qui me dit que c'est une fuite et bien sûr, ce sont eux qui font les fuites. Pour créer un processus d'1 an et demi dans lequel tu fais l'objet d'une instruction ou d'une enquête de la part des juges avec des articles de presse continus et des gros titres dans lesquels ils te dépeignent comme un monstre et tu arrives au procès déjà gravement blessé en étant un monstre de... J'aimerais que tu nous racontes un peu. Dans les 2 cas, tu as d'abord été confronté à un procès, puis tu fais face à un autre. Que tu nous racontes un peu comment commence ton... Combat? contre ce gouvernement, et pas seulement contre ce gouvernement, je dirais plutôt contre ce système. C'est assez proche de ce que je pense. Ce n'est pas une question de gouvernement, c'est une question de comment tout fonctionne. En général, Oui, et quand on parle d'enfants, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de monde là-bas. on finira par parler d'Epstein, car il me semble qu'il y en a plusieurs et que les gens pensent qu'aux États-Unis, oh oui, ils aiment les enfants là-bas. Il semble qu'il y ait dans toute la politique occidentale une perversion claire envers les enfants. Et ils sont même offerts comme des offrandes.
Et c'est une vision du monde de l'extrême gauche à laquelle participent des gens qui aiment les enfants. Nous allons bien sûr en parler, voyons voir. Tout commence lorsque je porte plainte contre Monica Oltra pour la dissimulation institutionnelle des abus commis par son mari qui est aujourd'hui en prison. Il a été condamné à 5 ans de prison. C'est curieux parce qu'on lui demande moins d'années pour avoir abusé d'une fillette qu'à moi, pour raconter ce que nous allons raconter. Et quand est-ce qu'il a été condamné? Nous voyons dans le jugement que le parquet et les juges décrivent un rapport parajudiciaire ordonné par le Conseil de l'égalité. De Monica Oltra, la dirigeante suprême était Monica Oltra, où il est dit qu'il y a eu un rapport parajudiciaire, donc illégal, une voie administrative d'enquête. Lorsque cette dame reçoit chez elle la nouvelle de la part du tribunal que son mari fait l'objet d'une enquête pour avoir abusé d'une fillette, dans le centre sous tutelle où il est, sa femme le pistonne. Nous voyons dans cette affaire que ce monsieur est privilégié, qu'elle commande un rapport psychologique payé avec de l'argent public à un centre privé pour discréditer la mineure et que la mineure soit traitée de menteuse. Que certains psychologues, amis et subventionnés par Oltra, disent que cette fille a menti et a inventé ses agressions sexuelles. Ainsi, elle garde cela dans un tiroir. Et en 2019, lorsque son mari est jugé, elle remet ce rapport psychologique à la défense pour sauver son mari de la prison. Cela a été organisé par elle et par plusieurs hauts responsables et ils font actuellement l'objet d'une enquête du tribunal d'instruction numéro 15 de Valence. Eh bien, tout cela a commencé. Elle a été officiellement mise en examen en 2023 et je suis partie civile dans cette affaire, c'est-à-dire que la seule personne qui porte plainte directement contre elle, c'est moi en tant qu'accusation populaire. À partir de là, il y a 2 plaintes de Monica Oltra et une action de la part de la procureure chargée des délits de violence de genre, qui s'appelle Susana Gisbert, qui a poursuivi le vice-président, Dani Esteve, Ricardo Ferris. L'inspectrice de police ne fait qu'exclusivement poursuivre des personnes selon ce qu'elle considère. L'extrême droite, non, pendant qu'elle tweete que tu es une dirigeante ultra et, bien sûr, toutes les personnes poursuivies sont victimes de fuites continues vers la presse. Pour conditionner ton procès et pour que tu arrives, eh bien totalement oui, Ayant été publiquement réprimandé, condamné. Et que les juges sentent que s'ils osent prendre une décision conforme à la loi, eh bien ils seront exposés à la honte publique. On m'accuse d'avoir publié un tweet dans lequel je dis que des mineurs qui affirment avoir été violés dans la fameuse cabane de Burjasso ont tout inventé. Pour un live qu'elles ont déjà fait sur Instagram disant exactement « On va devenir célèbre, on va gagner un max d'argent à la télé, ils ne savent pas que c'est un mensonge ». c'est-à-dire des filles dénoncent une agression dans une cabane à Burjassot, d'accord? Et les filles lancent un live, Un live sur Instagram elles disent que c'est un mensonge et qu'elles vont devenir célèbres. Elles publient une story Instagram. en disant, en riant, qu'elles allaient devenir célèbres, qu'elles allaient gagner un paquet d'argent, que leur mère ne douterait jamais de leur crédibilité. Et en fonction de ça, je publie un tweet. Comment as-tu eu le live? On te l'a envoyé, non? Ce sont les parents de l'école qui me préviennent. Ce live est déjà partagé dans de nombreux groupes et sur certains profils Facebook. Et je vais consulter les stories de l'une de ces filles et c'est dans ces stories, tu sais que les stories durent environ 24 heures, non? Oui. C'est là, j'extrais cette vidéo qui m'est aussi envoyée par des parents de l'école. Ils disent qu'ils vont mettre en prison des gamins qui n'ont rien fait. Ces garçons sont aujourd'hui dans un centre de détention parce que 2 ans après cela, aucune preuve n'a été recueillie. Le procès n'a pas lieu car un accord prévoit que ces garçons passent 4 ans en centre de détention. Bien sûr, aucun journaliste, je ne sais pas, n'arrive à obtenir la quantité d'informations que j'ai sur ce sujet. Et moi, au nom de ma liberté d'expression et d'information, je corrige une information d'Europa Press dans laquelle ils disent que ces garçons ont violé ces mineurs. Je publie un tweet qui dit littéralement « Bonjour Europa Press ». Je corrige l'âge des mineurs. L'ont-elles fait pour la célébrité? Et je finis par dire quelque chose comme « Êtes-vous un lecteur féodal ?» littéralement. Eh bien, il se trouve que j'ai été mise en examen pour cette affaire sans le savoir et j'ai commencé à enquêter. Et quelle a été l'accusation?
De quoi es-tu accusé? On m'accuse de divulgation de secrets et circonstances aggravantes de haine envers les femmes. Non, comme si je n'en faisais pas partie. Quand le procès a lieu, et comme ils ne peuvent pas me condamner pour divulgation de secrets, ils me condamnent pour sexting. Qu'est-ce que c'est? Pour les messages sexuels, Le sexting, c'est quand, par exemple, tu as un amant. Pendant un certain temps, vous vous excitez l'un l'autre? par message et avec le matériel qu'elle t'a envoyé, tu le diffuses à des tiers, trahissant sa confiance. Eh bien, eux, ils me font du sexting. Pourquoi? Ils ont besoin d'une infraction de diffusion car c'est elle qui te mène devant le juge. N'as-tu pas déjà révélé une conversation avec ta maîtresse? Non, 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 ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est la qualification pénale, elle n'était pas conforme à la loi, pas du tout, ce n'était pas la qualification pénale appropriée. Mais on me condamne, et pas seulement ça. Mais attends, je ne comprends pas. Comment peuvent-ils te condamner alors que c'est évident? Tu m'as montré le tweet avant d'entrer? Je ne comprends pas. C'est une conversation. C'est un live d'elle avec le visage caché. Elles admettent d'avoir fait une fausse dénonciation? Exactement, exactement. Exactement. Donc tu fais écho à ce qu'elles ont elles-mêmes dit? Je paraphrase ce qu'elles disent et je corrige une information d'Europa Press. D'ailleurs, je mentionne Europa Press. Tu ne pensais pas finir dans ce pétrin en faisant ça? C'est que ça n'a aucun sens. Mais la condamnation, c'est un crime de torture. C'est-à-dire, je n'ai pas été condamnée pour diffamation au civil, on m'emmène au pénal, qui est le dernier recours du droit, Oui. et on me condamne pour torture. Pour torture? L'article 173.1 du Code pénal concerne les tortures. Il s'agit de traitements dégradants. Il y a 3 types de tortures: les vexations injustes par ordre d'importance, le traitement dégradant et les tortures commises par un fonctionnaire public. Normalement, pour que les gens comprennent, le traitement dégradant est toujours un délit qui est en concours idéal avec un délit plus grave et qui permet au juge d'alourdir les peines. Par exemple, un homme qui a frappé sa femme et lui rase la tête, le fait de lui raser la tête constitue un traitement dégradant. Lorsque le groupe terroriste ETA enlevait des personnes, qu'un homme soit séquestré pendant X jours, dormant sur ses propres excréments et sans manger, c'était un traitement dégradant. Donc, le type de traitement dégradant implique d'abord une continuité dans l'attaque. C'est pour cela qu'on parle de traitement. Mais il y a une modification qui suppose que lorsque l'action, même si elle est unique et suffisamment brutale, elle peut constituer un traitement dégradant. Et reprendre ses propres paroles constitue un traitement dégradant suffisamment brutal pour te condamner. C'est une action aussi brutale que de prendre une femme maltraitée, de lui raser la tête et de l'exhiber sur la place publique. C'est ce qu'il considère. Cette affaire sort du bureau de Susanna Gisbert, c'est l'affaire qui m'arrive. Il va venir me chercher maintenant? Non, ils ne viennent pas. Non, je vais lui dire moi-même, ne t'inquiète pas. Non, non, vaut mieux que tu ne viennes pas vers moi. Laisse-moi tranquille, on va voir s'ils vont me condamner pour cette histoire. J'apprends qu'on m'enquête pour ça 6 mois avant d'être officiellement mise en examen. Ils ont 6 mois pour épuiser les enquêtes internes ou les démarches. Avant de le transmettre à un juge, pour que le juge voie s'il y a des indices d'infraction et mène les démarches, eh bien, cela m'est parvenu via un message WhatsApp d'une journaliste qui m'a dit « Eh, j'ai reçu ça de toi », c'est-à-dire que cette dame s'est mise à divulguer mes démarches d'enquête secrète aux journalistes. D'accord, la rumeur commence à dire que je suis enquêtée pour quelque chose. Quand je te dis qu'on me condamne pour sexting, ils appliquent en plus une modification de la loi Seulement oui, c'est oui d'octobre 2022, alors que moi, j'ai publié le tweet en mai. C'est-à-dire totalement inconstitutionnel, totalement illégal. Tu ne peux pas appliquer une loi qui n'existait pas au moment où le fait a été commis. Prétendue infraction, ce qui fait qu'en appel, nous avons annulé l'infraction de diffusion. Je n'ai diffusé aucune vidéo parce que tu m'as appliqué une infraction qui n'existait pas. La rétroactivité de la loi est inconstitutionnelle. Tu ne peux pas m'appliquer une loi qui n'existait pas. Quand je commets cette infraction pour laquelle on me condamne, la condamnation actuelle est uniquement et exclusivement pour traitement dégradant. Ce sont les 15 mois de prison. Si je n'avais pas réussi à démontrer qu'il n'y avait pas de révélation de secret en apportant les preuves que j'ai fournies, aujourd'hui je serais condamnée à 4 ans de prison. Pratiquement la même chose que le pédophile, le mari de Monica Ortega. Parce qu'on me demandait 4 ans et demi et lui, il a pris 5 ans. Il a été condamné à 5 ans. Et est-ce que le mari de Monica Oltra va bénéficier de la loi d'Irène Montero? Eh bien oui, oui, il sortira plus tôt, bien sûr. Ça me donne le même du pays, Christina, il sortira plus tôt.
Ou l'Espagne pour tout le public hispano-américain? Tu n'entres pas en prison si tu es condamné à 15 mois, si tu es condamné à moins de 2 ans de prison. Retiens bien, si tu es condamné à moins de 2 ans de prison, tu n'y vas pas, 2 ans et... Et un jour, tu entres. Oui, Indépendamment de cela, 15 mois de prison qu'ils leur permettent pendant des années, déjà parce qu'ils me condamnent en 2024 d'établir que tu es une sorte de corruptrice de mineurs, c'est-à-dire maintenant tu cherches Christina Segui et tu trouves Christina Segui, condamnée pour avoir torturé des victimes de viol. au final, ce procès pour viol n'a mené nulle part. Ce procès n'a pas lieu. Ils ne vont pas au procès parce qu'ils ont peur. Eux ou elle? Ce sont eux qui ont des relations sexuelles avec les mineurs. Ils décident de ne pas aller en procès, qu'aucune preuve ne sera présentée et qu'ils acceptent 4 ans de détention dans un centre pour mineurs. Plusieurs, mais pas tous, car certains accusés n'étaient même pas sur les lieux. C'est-à-dire, il y a eu des jeunes qui ont été en garde à vue, qui n'étaient même pas présents sur les lieux des faits et qui étaient mineurs. Les jeunes étaient aussi mineurs. Et le rêve? Parce que des petites filles ont eu des relations sexuelles consenties, comme elles l'ont reconnu dans la vidéo, avec des petits garçons, et les petits garçons, par peur de représailles plus graves, ont fini par accepter une peine mineure négociée. Merci. C'est-à-dire, la réalité juridique est qu'il y a eu une condamnation pour agression sexuelle et les avocats. La réalité juridique est celle-là. Et face à cela, je ne peux rien faire. Mais moi, j'ai publié mon tweet en mai 2022, 2 ans avant la condamnation par accord du jugement par accord. Néanmoins, je comprends qu'un tweet dans lequel tu n'insultes pas, dans lequel tu n'exposes pas l'identité des mineurs et dans lequel en plus tu rectifies une essence d'information. Ce ne peut être un délit de torture, sinon nous aurons tous un grave problème. C'est-à-dire ce qui est maintenant à la chambre d'admission de la Cour suprême, si c'est rejeté par la chambre d'admission parce que cela ne présente pas d'intérêt de cassation pour eux. Autrement dit, cela va créer une jurisprudence et ils estiment qu'ils n'ont pas à entrer dans le fond de la question. Il va y avoir beaucoup de gens qui, à partir de maintenant, iront en prison à cause de tweets, mais pas vraiment à cause des tweets, en quelque sorte. Je veux mettre une bombe à la garde civile, pas dans des tweets où tu traites Elisa Mulia ou qui que ce soit d'autre de ce que tu veux. Je dois aussi dire que je n'insultais personne. Il n'y a rien, je n'ai insulté personne. Et il y a autre chose que les parties civiles ont fait. Et j'inclus le magistrat instructeur, Perdo, le juge d'instruction, le juge de première instance et les 3 magistrats de l'audience provinciale de Valence. C'est mutiler la seule preuve pour laquelle on me condamne, c'est-à-dire qu'ils ne retranscrivent jamais le tweet en entier. Pourquoi? Car pour qu'il soit considéré comme traitement dégradant, il faut attaquer directement la victime. Si j'attaque Europa Press avec la première et la dernière phrase, ce type pénal de traitement dégradant d'attaque à la victime n'est pas rempli, donc ils effacent la première phrase et effacent la dernière. Quand je dis « vous êtes une fraude pour le lecteur », ils effacent. Et ils ont construit un tweet d'Anna. Ils modifient, ils mutilent la seule preuve qui était cet acte brutal. Alors pourquoi y aller? Nous allons afficher le tweet à l'écran pour que vous le voyiez. Ils ont mutilé la phrase du haut, puis celle du bas. La première et la dernière. Exactement. Mais une question, même le tribunal constitutionnel ne t'a pas aidé? Une constitutionnelle vient après la Cour suprême. Ce que nous avons fait, c'est obtenir une rectification, exiger une rectification de la Cour provinciale de Valence, ce qui ne leur a pas du tout plu. Je te l'ai déjà dit et nous l'avons présenté à la Cour suprême. Tu fais toujours en sorte d'éviter que cette condamnation te colle? Bien sûr. Bien sûr, ça devrait être comme ça, parce que ce que tu me racontes n'a aucun sens. Il me semble que c'est une utilisation absolument abusive de la justice pour attaquer un rival idéologique incroyable. C'est incroyable. Mais en plus, ce que je dis n'est même pas discutable. Ce que je dis est consigné dans un jugement, dans un appel et dans la rectification obtenue auprès de l'audience provinciale de Valence. C'est-à-dire, lorsque tu fais un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, il y a une condition fondamentale sans laquelle tu ne peux pas faire appel devant la Cour suprême ou la Cour suprême rejette ton recours d'emblée. Examiner sur la forme? Parfait sur la forme. Et en fait, tu dois accepter les faits établis. Si les faits établis disent que tu as voulu torturer, tu dois aller devant la Cour suprême en disant « j'ai voulu torturer ». Mais malgré cela, l'infraction pénale n'est pas remplie.
Ces faits établis sont construits à partir de ce tweet. Si tu modifies le tweet, si tu mutiles le tweet sur lequel tu t'es basé, les faits établis sont bâtards, ils sont pervers, ils sont faux. C'est-à-dire très, très, très... Mais vraiment hard, Christina. Mais le truc, deuxièmement, Ce n'est pas clair parce que maintenant le public croit, non? Regarde, le podcast, c'est qu'on a convenu de faire ce podcast, on a parlé pour qu'il vienne, pour parler de ça, et la réponse c'est non. Maintenant, il y a quelque chose de pire. Pire, c'est que je dois faire une petite introduction. Christina, si tu me permets. Vous vous souvenez de Melchior Miral, c'est de son avocat, le président de l'association Justice Poétique, qu'ils nous ont déjà parlé ici dans ce podcast de la façon dont on utilise les mineurs placés pour le plaisir des politiciens, des fonctionnaires, des juges. Vous vous rappelez l'affaire Cote et Cabezudo? Vous savez qui est Jeffrey Epstein? Eh bien, messieurs, sachez qu'en Espagne aussi, nous avons nos propres affaires. Et Christina va maintenant parler d'une autre procédure à laquelle elle fait face. Je vais la laisser s'exprimer, je vais la laisser nous raconter, parce que ce qu'elle va nous dire est incroyable. bon, passons au deuxième sujet qui est celui jugé à la Cité de la Justice de Valence le 2 mars prochain à 9h30, audience publique. Ce que je vais dire ici, vous pourrez le vérifier ce jour-là. En 2021, j'ai commencé toute cette affaire en envoyant une plainte. Une plainte soutenue et signée par 5 mères avec nom, prénom et numéro d'identité à qui on a retiré leurs enfants qui ont été placés sous tutelle avec un dossier d'abandon. C'est ce qu'il faut signer, ce que le fonctionnaire ou la conseillère territoriale doit signer pour que l'administration aille chez une femme ou aille dans une école pendant que la femme est chez elle et qu'ils emmènent un enfant et qu'elle ne le revoit plus, il vaut mieux. Celle qui signe cela s'appelle Carmen Fenolosa. Cette dame a été enquêtée dans l'affaire de Monica Oltra pour avoir couvert les abus subis par la fillette victime du mari d'Oltra. Parce qu'à l'époque, Quel âge avait la fillette? Pardon. la fillette avait 13 ans lorsqu'elle a été abusée de façon répétée et sous emprise dans une chambre du même centre d'accueil où elle était punie. Bien, pendant l'instruction, nous faisons la connaissance de Carmen Fenolosa, directrice territoriale de Castellón, d'accord? Cette dame reconnaît lors du procès que le département de l'égalité dirigé par Monica Oltra couvrait des ordonnances d'éloignement du juge d'instruction pour éloigner l'agresseur de la fillette qui se trouve dans le centre sous tutelle. Ces 2 ordonnances d'éloignement sont tamponnées au département et cachées et l'agresseur n'est pas éloigné de la fillette. Au centre sous tutelle, il y a la dame qui gère ces ordonnances d'éloignement, tamponnées par erreur lors de sa déposition. C'est Carmen Fenolosa, la dame qui s'occupe de signer les ordonnances de placement. Toutes les mères qui me demandent de déposer une plainte auprès du défenseur du peuple me le demandent parce qu'elles me connaissent. Après que la presse ait relayé que je poursuis Monica Oltra, on me demande de l'aide et je rédige un rapport dans lequel je constate que ces mères se sont vues retirer leurs enfants et que tous les enfants ont été placés dans des couples. Des couples LGTBI proches de l'administration qui, à ce moment-là, étaient dirigés par le Parti socialiste et compromis. Tous les enfants qui ont été retirés à ces mères qui me demandent de l'aide. Je constate qu'ils ont été signés par la même directrice territoriale, Carmen Fenolosa du CEA, qui à l'époque a fourni cette preuve. Je te parle de l'affaire de Monica Oltra dans laquelle on voit qu'ils ont caché des ordres, éloignement du mari d'Oltra de la mineure, c'est-à-dire Monica Oltra a caché des ordonnances d'éloignement qui avaient été émises par le tribunal d'instruction d'un juge. Il les cache, il les garde. Et cela, par erreur, il l'apporte lors de la prise de déposition pendant les démarches effectuées lors du procès de Monica Oltra et compagnie. Dans le processus, cette dame est celle qui signe les dossiers d'abandon de toutes les femmes qui lui demandent ensuite de l'aide. Tous ces enfants sont placés dans des familles, chez des couples. L'AXTBI, proche de l'administration, lié d'une manière ou d'une autre au Parti socialiste et à compromis. J'envoie ce rapport au défenseur du peuple, dans lequel j'inclus également les subventions qui vont à certaines entreprises du tiers secteur chargées de gérer ces enfants dans les centres d'accueil.
Ce sont ces ONG qui disent qu'elles ne touchent rien, mais qui empochent la majeure partie de l'argent que l'État verse pour chaque enfant placé dans les centres d'accueil. Quand tu vois qu'un enfant coûte 4, 5, 6 000 euros par mois, 8 000 euros par mois, cela dépend de l'enfant et de la communauté autonome. Cet argent ne revient pas à l'enfant ni à la famille, il va au réseau clientéliste de l'administration. Voici le business des enfants sous tutelle. D'accord? Je fais un rapport très complet que je vais te remettre et ces femmes me demandent de l'aide. L'une de ces familles, elle est une famille qui est à Castellón qui concerne un bébé qu'on leur a enlevé le 1er janvier. Le 2 janvier 2018 de l'hôpital de Castellón. La raison est un dossier d'abandon signé par Carmen Senolosa parce que le père n'a pas encore enregistré la petite. D'accord. On peut enlever les mineurs pour n'importe quelle raison. C'est totalement arbitraire et la décision de l'administration prévaut pendant des années sur les décisions judiciaires. L'administration agit et tu luttes avec elle pendant des années et c'est l'un des meilleurs exemples. Eh bien, on enlève la mineure à 9 mois. Cette mineure était placée dans une famille d'accueil de façon irrégulière et aujourd'hui encore c'est irrégulier car nous avons un arrêt de la Cour suprême qui la qualifie d'irrégulière à un couple LGTBI. Des hommes ou des femmes? Des hommes? Messieurs, ce n'est pas que je sois homophobe, c'est juste que c'est un couple LGTBI. Comme tous les autres couples, de toutes les mères séparées de leurs enfants et placées dans ces couples, que puis-je faire? Les enfants de ces mères finissent toujours chez des couples LGTBI, exactement. Oui, proche de l'administration. liés à l'administration. C'est le cas de ce monsieur qui s'appelle Victor Serra, Victor Manuel Serra Piqué, secrétaire LGTBI du Parti socialiste. De plus, dans son organisation, dans son association LGTBI Miralcan de Touria, il y a la secrétaire de l'enfance et de l'adolescence du Parti socialiste au niveau régional, Madame Noémie Mirales. Et ces messieurs gardent cette mineure? Malgré un jugement de première instance, il y a un appel, un jugement de deuxième instance et l'arrêt de la Cour suprême. Ils disent que le Conseil est obligé de préparer un plan pour réintégrer progressivement la mineure dans sa famille biologique. Cette petite fille avait alors 5 ans. Elle vivait depuis 5 ans avec ces couples, Elle n'avait pas pu rencontrer ni sa mère. ni sa mère. Son père est décédé dans le processus. Je n'entrerai pas dans les détails. On la lui a enlevée. À ses grands-parents. Pendant 5 ans? Mais ses grands-parents doivent subir l'humiliation et les pressions du Conseil, qui leur dit qu'ils ne s'inquiètent pas et ne fassent pas d'histoire, car les parents sont jeunes et pourront avoir d'autres enfants. C'est quelque chose qu'on dit souvent aux familles à qui on enlève des enfants. Je veux te poser une question délicate. Cette fille a-t-elle subi des abus? Non, D'accord, non, d'accord. pas à ma connaissance. D'accord. Pas à ma connaissance, mais non. Non, pour moi, elle a subi le pire abus qui puisse exister. Qu'on t'arrache des bras de tes parents, On te vole ton identité pendant 5 ans, tu ne sais pas d'où tu viens, Et cette affaire fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire dans laquelle Monica Oltra, en plus d'être mise en examen pour avoir couvert des abus sexuels, cette jeune fille placée entre les mains de son mari est actuellement inculpée pour détention illégale de mineurs, coercition et prévarication. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où le conseil dit aux grands-parents que soit ils renoncent à la petite, évidemment par voie judiciaire, soit ils seront privés de la possibilité de lui rendre visite. Au point de rencontre familiale, lorsqu'ils parviennent enfin à commencer à la voir naturellement au point de rencontre familiale, assistés par l'administration et placés sous la tutelle de l'administration pendant 4 ans, ils n'ont pas pu la voir. Lorsqu'ils parviennent à avoir des visites dans un point de rencontre familiale sous surveillance, l'administration leur dit de retirer la plainte contre l'administration s'ils veulent continuer à voir la petite fille au point de rencontre familiale.
Au père, à l'époque, on lui a interdit d'enregistrer la petite. Il ne voulait pas enregistrer la petite. pour pouvoir ensuite la lui enlever. Cette famille est vulnérable. C'est une famille qui n'a pas le pouvoir de l'administration. C'est une famille qui, oui, Je t'ai dit professionnellement ce qui s'est passé. sous-titrée par Elvis, avec peu de ressources, peu de formation intellectuelle, professionnelle, des gens qui ne savent pas se défendre dans un procès, des gens qui ne peuvent pas payer un avocat, des gens dont le reste de la société se fiche complètement. Parce que la société pense toujours que ça ne lui arrivera jamais, mais il y a aussi beaucoup de cas de femmes maltraitées, à qui l'administration enlève leurs enfants, d'abord soi-disant pour leur bien. C'est l'excuse pendant que cette femme est prise en charge et trouve de meilleures conditions pour récupérer son enfant. Par exemple, l'une des femmes qui signe cette plainte adressée aux défenseurs du peuple et au syndic de Greuge de la communauté valencienne, qui était l'équivalent du défenseur du peuple dans la communauté valencienne, c'est une femme qui est maintenant décédée. On lui enlève son enfant lorsqu'elle demande un logement social, un logement protégé pour femmes vulnérables. Elle le demande parce qu'elle a un bébé, elle est seule, le père ne veut rien savoir de l'enfant et elle demande ce logement. Un jour, on appelle cette dame, Madame Carmen Fenolosa. Une autre fois, on l'appelle pour qu'elle fasse des papiers au bureau de l'administration en bas du centre du logement surveillé avec la poussette. Quand cette dame sort, l'enfant n'est déjà plus dans la poussette. Elle ne le revoit jamais. J'ai interviewé cette dame, c'est-à-dire qu'elle existe. Je l'ai interviewée en 2022. Eh bien, toutes ces mères ont une plateforme ici et elles veulent venir ici et sache que je leur donne la parole, d'accord? Cette dame est décédée maintenant, elle est morte l'année dernière. Et pourquoi? Et en plus, De cause naturelle. ils ont dit qu'elle était obèse. Bien sûr qu'elle était obèse. Dans le dossier de Samparo, il est dit qu'elle est obèse, qu'elle invente, qu'elle a un petit ami, qu'elle a un ami imaginaire. C'est faux. Cette femme avait un compagnon qu'elle avait rencontré dans un village. Femme maltraitée, divorce compliqué et ils ne veulent pas qu'elle soit avec les pères. Celui de Gaïa à Barcelone est une autre administration très emblématique dans ce sens. Alors, tu te fais comme la défenseur, tu deviens la défenseur de toutes ces mères, involontairement, de toutes ces... Enfin, volontairement, parce que je te vois très combative à ce sujet. Ça me met très en colère. C'est normal que tu en ressentes? Si on m'enlève mon fils, je meurs, c'est normal? C'est normal, je te comprends, Christina. C'est-à-dire, tu mènes une croisade contre l'administration qui fait un usage complètement arbitraire de son pouvoir et arrache des enfants des bras de certaines familles, leurs enfants. Comment t'impliques-tu, comment débute le problème et ton parcours juridique? Ce que tu relates est déjà grave, mais la suite l'est encore plus. Regardons. Je deviens une cible au moment où la presse relaie que j'ai réussi à poursuivre en justice 20 hauts responsables de la Generalitat Valenciana et Monica Oltra. Pour enlèvement de mineurs ou mauvaise pratique au moment de... Pour dissimulation, pour l'utilisation des institutions et des ressources publiques afin de couvrir un abus sexuel. En commandant ce rapport psychologique dont nous avons parlé, et ensuite, Maintenant, avec toute cette histoire, mes familles commencent à me contacter en m'écrivant sur mes réseaux sociaux. Et à un moment donné, je remarque un schéma. Je leur parle et parfois les accompagne aux services sociaux. Ces femmes expliquent toujours que leurs enfants leur ont été enlevés alors qu'ils étaient tout petits et qu'ils ont été confiés à des familles LGTBI. Dans le cas de l'une d'entre elles, grâce à elle, je commence à enquêter sur l'ONG, cette entreprise du secteur tertiaire, qu'ils se font de l'argent avec ses affaires et qu'ils gardent sa fille en privant la mère de ses visites. Que se passe-t-il si ces mères n'ont pas l'agilité, la capacité, les connaissances, ne savent pas où aller ou ne trouvent pas d'avocat commis d'office? Eh bien qu'elles s'en préoccupent et qu'elles s'impliquent personnellement, parce que ce n'est pas courant. Ces femmes finissent toujours par les perdre, car ces enfants sont immédiatement envoyés chez des familles d'accueil. Et ce placement se transforme en adoption définitive, et là, tu ne peux plus récupérer ton enfant. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire de Castellón dont je te parle, dans l'affaire que j'ai publiée, ce placement irrégulier? Ce que cela provoquait, c'était un enracinement forcé de la mineure pour qu'ils aient l'excuse de ne pas la rendre en justifiant que la petite fille s'était attachée à une autre famille.
Ces gens disaient dans des vidéos YouTube que c'était la fille du collectif LGTBI et qu'ils étaient ses parents, n'importe quoi? Elle avait déjà son père. Écoutez, bah, il y a des vidéos sur YouTube et elles sont toujours en ligne. Oui, Bien sûr, ils disaient que c'était la fille du collectif. monsieur, à l'époque de la pandémie, c'est que les fils et filles de la famille LGTBI. Dans la vidéo que je vais te donner, tu peux le voir, c'est la vidéo pour laquelle il me croyait. Les garçons et les filles des couples LGTBI nous aident à montrer aux gens que nous sommes de très bonnes personnes, c'est-à-dire l'accueil et l'adoption comme objectif pour le collectif et non comme intérêt supérieur de l'enfant, les services sociaux, tout comme l'ensemble de la population. Mais c'est ainsi et la pratique juridique en matière de mineurs doit toujours viser l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est bien l'objectif principal? Eh bien non, l'objectif principal était que le collectif soit socialement légitimé à devenir parent en ayant des enfants qu'ils ne peuvent évidemment pas avoir, donc ils doivent les retirer. Et je le répète ici, cette fille a été enlevée en toute impunité, avec toute la force et tous les moyens institutionnels. Je le dis parce que dans leur plainte, ils disent que je stigmatise la mineure en l'appelant fille volée. Mais une fille volée, c'est une fille volée. C'est-à-dire que tu stigmatises une mineure quand tu l'arraches de sa famille, quand tu la prives de connaître son père. Cette fille ne connaîtra plus jamais son père, et ce père, probablement pas. Il ne serait probablement pas encore en vie si cela n'était pas arrivé. C'est ainsi que tu stigmatises un mineur, alors c'est ce qu'ils veulent. Ils m'accusent de l'article 199 du Code pénal, qui est le délit de divulgation de secrets en raison de la fonction. C'est-à-dire qu'en plus de la prison et du paiement d'une amende, ils demandent aussi que je sois interdite d'exercer ma profession. Qu'est-ce qu'informer? Journaliste. Messieurs, si je ne suis pas journaliste, j'informerai en tant que citoyenne. Oui, comme nous le faisons. On suppose que les citoyens ont la liberté d'expression? Non? Oui? Si aujourd'hui les meilleurs journalistes n'ont pas le diplôme, non. Les journalistes économiques sont en fait des économistes, pas de vrais journalistes. Non, oui, oui, mais ça c'est un autre sujet. Oui. Mais oui, eh ben tu continues à informer comme exemple. Alors, après tout ce que tu nous as raconté, tu déclares la guerre contre cette injustice et eux, ils te dénoncent, ils reviennent encore contre toi. Ils me dénoncent, je comprends qu'ils me dénoncent puisque je les ai exposés, d'accord? Même eux n'osent pas dire que j'ai révélé des infos sur la mineure, car c'est faux, j'ai révélé les leurs. Ils disent que j'ai martyrisé leur vie et que je ne pardonne pas. Non, ceux qui martyrisent pas les familles, c'est vous. Combien de cas comme celui-ci existe-t-il? Combien? Énormément? Plus de 20? Énormément. Ce que je demande dans le rapport, dans la plainte au défenseur du peuple, c'est que lui, enfin, j'essaie de me légitimer et de passer par la voie de la transparence et de dire, messieurs, j'ai ça, enquêtez vous-même. Je m'adresse au défenseur du peuple qui possède un bouton sur sa page à Madrid permettant de signaler les cas d'enfants volés sous le franquisme. Très important. Bon, Eh bien, aujourd'hui encore, on vole en toute impunité et on vole. Voilà. Plutôt que d'accorder une subvention à quelqu'un qui a bien agi avec ton administration, je te donne un enfant. Et cela se fait au détriment de la vie de nombreuses personnes. Et c'est en train de se faire si toi, une question. Mais nous n'avons aucune preuve que ces enfants aient été maltraités, ni abusés, ni rien de tout cela. Non, non. non, parce que dans chacun de ces cas, tu devrais engager une procédure judiciaire. Voyons, si toi. Ce sujet sera examiné lors de la procédure judiciaire en cours à Castellón, dans laquelle d'ailleurs je suis partie civile depuis 2023 avant qu'il ne porte plainte contre moi, avant que je sois mise en examen et avant d'aller en procès. C'est pourquoi je me suis constituée partie civile dans cette affaire à Castellón. Dans l'affaire où Monica Oltra et plusieurs hauts responsables, parmi lesquels Cardenzo Noyosa, sont mis en examen pour détention illégale de mineurs, coercition envers la famille et prévarication. D'accord. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans cette affaire, on va voir des choses qui ont à voir avec l'aliénation parentale. Des choses qu'on dit à la petite fille et qu'on n'est pas censé lui dire. Alors, en ce moment, à quoi fais-tu face? 4 à 6 ans de prison, 50 000 € d'amende et 6 ans d'interdiction professionnelle. Qu'est-ce qui t'inquiète le moins, j'imagine?
c'est que même depuis la prison, je vais aller jusqu'au bout avec cette affaire. Toi, mais attends, voyons. Tu m'as dit qu'il t'accuse de divulgation de secrets De divulgation de secrets. et de stigmatiser la victime, mais concrètement, quel délit lui reproche-t-il? Ils disent que je la stigmatise quand je l'appelle enfant volé. D'accord. Ils disent que c'est un crime haineux, Tu me l'avais dit aussi, n'est-ce pas? une circonstance aggravante de haine LGTBI, oui. D'accord. La circonstance aggravante leur permet de te donner une peine plus lourde, sinon ils ne pourraient me te demander que 3 ans. Là, ils me demandent 4 ans et demi. Et d'accord. Ce qu'ils disent, c'est que j'ai commis un délit de divulgation de secret, ce que je pense être une excuse pour finir par me condamner pour délit de haine. Ils veulent absolument aller vers le délit de haine parce que le délit technique qui est la divulgation de secret, franchement, divulgation de secret, les audiences. Les jugements qui décident que ce placement a été irrégulier sont publics et donc tout ce qui est expliqué est public. Les données de ces messieurs, comme les miennes, sont publiques dans un jugement. C'était les révélations de secret. Ce que dit la procureure, c'est que dans la vidéo que je diffuse de ces messieurs, où je me contente de monter une vidéo, eh bien, le réalisateur monte une vidéo avec le matériel que je lui donne. Le matériel que je lui donne, ce sont plein de photos extraites du profil Facebook de ce monsieur avec tous les politiciens qui les ont favorisés. Et à la fin, il y a une photo du mariage de ces deux-là et d'une nuque noire de dos qui est la petite fille. Très. Cette photo est sur sa photo de profil Facebook. Ils disent parce que cette photo dans cette vidéo est une révélation de secret, ce qui est faux. Notamment parce que je floute la tête de la petite fille de dos, on ne voit rien et tu vas la voir. Et ils disent que c'est ça l'information en s'accrochant à ça pour que la presse puisse construire un faux récit. Elle dit que je donne des informations sur la mineure. L'information que je donnerais sur la mineure, c'est la tête noire floutée de dos et qu'ils avaient comme avatar sur leur profil Facebook. Écoute, Christina, je veux te poser quelque chose de très important maintenant. Faire ces émissions ne peut-il pas te nuire dans ton procès judiciaire? J'imagine qu'ils vont l'apporter et je comprends que je le ferais si j'étais l'accusation, mais mon but n'est pas d'être acquitté ou condamné. C'est-à-dire, je sais que je suis foutu, je sais que je suis foutu. Ils doivent construire le monstre pour que la personne qui va être jugée et qui va comparaître devant un juge pour avoir couvert des abus sur mineurs, comme Monica Oltra, au final, elle soit arrivée là à cause d'un monstre. C'est-à-dire, lorsque tu fais tomber un gouvernement autonome, après avoir fait comparaître l'ensemble du ministère de l'Égalité devant un juge, tu changes le statut des juges, des fonctionnaires. Le tribunal supérieur de justice de la communauté valencienne et ceux des autres communautés, un tiers est choisi par les partis politiques. Certaines parquets aussi. C'est-à-dire, je ne vais pas me mettre à parler de complot, je ne vais pas parler de l'UFR. Mais bien sûr qu'il y a une perversion du système judiciaire qui n'est pas seulement entre les mains des procureurs. Je sais que je suis condamnée, Tu crois que tu seras condamné et iras en prison? je ne sais pas. C'est possible, c'est-à-dire que je vais faire appel, mais qu'il me reste 5 ou 6 ans d'appel et de lutte, ça j'en suis absolument certaine. Ce à quoi je refuse, c'est qu'ils construisent un faux récit, c'est-à-dire les gens. Je veux que l'on sache pourquoi je vais être poursuivi, pourquoi je vais être jugé, qu'est-ce que j'ai dû vivre jusqu'à présent. Qu'en est-il des enfants sous tutelle et des familles privées de ce qu'elles ont de plus sacré et cher? Je meurs sans mon fils, j'imagine que c'est pareil pour eux et c'est ce qui se passe. Il faut le raconter et il faut y aller. La mort, et dans ces cas-là, ne me demande pas pourquoi, mais si tu t'impliques dans des affaires de mineurs, ils vont te tuer, c'est-à-dire qu'ils veulent que tu meurs. Ce n'est pas de l'annulation. Quand tu poursuis une nouvelle personne pendant 4 ans et que tu demandes 9 ans, tu veux que cette personne, certaines personnes ne sont pas fortes mentalement, d'autres ne le supportent pas. Il faut beaucoup expliquer aux familles, faire de la psychologie à la maison et aussi expliquer à l'école que les mères qui te voient et que ton enfant veut qu'elles viennent chez toi sachent
qu'ils sont en sécurité. C'est-à-dire, toi, mon empreinte digitale maintenant, c'est celle que ces gens ont créée, non? Et moi, j'ai mon nom et j'ai mon crédit professionnel et mon crédit éthique. Mais moi, l'empreinte digitale que tu as, au moins dans notre entourage, est plutôt positive. De Guerrera, mais il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne comprennent pas. Quand tu recherches Christina Segui, enfant ou mineur, maintenant tu vois la nouvelle que ces gens ont créée, qui est Christina Segui diffuse la vidéo de mineurs violés Grounded. As-tu eu des problèmes avec les parents de non? Non. Avec les parents de l'école de ton fils? Non, apparemment. Pas à ma connaissance, mais j'ai dû l'expliquer et j'ai dû demander aux enseignants de surveiller ce qui se passait en classe. Ton fils n'a pas eu de problème? A-t-il dû subir certaines choses à l'école? Et je le comprends parce que tu passes qu'à la télévision, c'est que moi aussi j'ai été à la télé pendant une semaine entière sur La Sexta, sur Telecinco, à la télévision espagnole. C'est-à-dire, la perte de revenus de ton activité professionnelle est fatale. J'avais un contrat pour travailler dans un grand journal où je devais faire une vidéo par jour sur des sujets politiques et tout ça s'est effondré, ça s'est effondré. Le jour où on m'a annoncé que j'avais été condamnée, j'étais justement en voiture, en route pour Valence depuis Madrid. Alors, ce que la famille doit endurer, c'est le pire. Et évidemment, comme je te l'ai dit, je ne prends même pas de comprimés pour dormir. Je ne mens pas, je n'ai pas peur de m'asseoir devant un juge, j'ai toujours été très calme, mais cette fois, je m'assois devant un juge en sachant que c'est fait. Ce à quoi je refuse, c'est que les gens ne sachent pas ce qui s'est passé, pourquoi je suis là. Et en plus, c'est une audience publique. Là, tout ce que je dis va être vu. N'importe qui sera dans cette salle ce jour-là le verra. Je vais aller voir le procès. Quel jour c'était? Le 2 mars à 9h30 du matin. C'est tôt, c'est vraiment très tôt. Je suis à jour. La Cité de la Justice. Je suis à jour. Et j'imagine qu'ils empêcheront les gens d'entrer, enfin, ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais ils peuvent, Ou s'ils peuvent. en théorie, non, parce que les personnes avec une carte de presse peuvent entrer, mais bien sûr, eux, ils ne veulent pas. Nous ne sommes pas la presse, nous sommes des youtubeurs. Eh bien, tu es un média, eux, ils veulent que la presse entre, mais la leur, et ils veulent voir ton visage assis sur le banc des accusés. Comme si tu étais le mari violent de Monica Oltra, et moi, je ne suis pas le mari violent. Je suis la personne qui a poursuivi l'administration valencienne pour avoir couvert les abus sexuels du mari de cette dame. Pendant ce temps, l'ex-mari, N'est-ce pas? en ce moment, oui, mais ils sont restés mariés, vivant sous le même toit pendant 8 mois de plus après la plainte de la mineure. Je le sais car, en tant que partie civile, nous avions le registre de cet homme, n'est-ce pas? Et Madame Susanna Gisbert, elle aurait dû agir à ma place au lieu de détourner le regard. Mais au final, c'est le prisme, l'approche féministe qui est anti-punitiviste, ce sont leurs propres mots, c'est très important. Ils sont déjà contre l'application du code pénal pour les violeurs et ils le disent. C'est Vicky Rosel qui l'a dit lors d'une célèbre conférence de Podemos. Nous sommes anti-punitivistes. Pardon, oui, nous sommes anti-punitivistes. Le féminisme n'a jamais été punitiviste. Mettre l'agresseur en prison, Lille, elle, ça je peux te le donner. Non, c'est clair, je suis d'accord. Je parle des faits d'Irène Montero. La seule chose qu'elle a vraiment bien faite, et les seuls pour qui elle a fait des lois qui en ont bénéficié, ce sont les violeurs. La prison est remplie d'innocents, de pauvres parias qui se battent pour la garde de leurs enfants et qui sont victimes de fausses accusations et de gens qui tweetent alors qu'ils libèrent des agresseurs sexuels. Pourquoi? Parce que l'agresseur sexuel est leur meilleur client. Leur pion est celui qui fait exploser les chiffres de la criminalité et elles reçoivent des subventions en fonction de l'augmentation de ces chiffres de criminalité et elles gagnent. C'est aussi pour cela peut-être qu'elles sont tellement en faveur de l'immigration illégale, qu'il y a une corrélation directe avec l'augmentation des viols. Tu es le cartel de Sinaloa, que veux-tu? Des dealers, De la drogue, des drogués. petit trafic, des gens au coin de rue, des drogués, des zombies, des personnes en difficulté. Une société dévastée qui doit se tourner vers autre chose, qui n'a aucun sentiment d'appartenance à quoi que ce soit, qui ne croit en rien. C'est la société de ces gens-là. Totalement, Christina, mais j'ai l'espoir que tu puisses gagner le procès. Je prierai pour que ce soit le cas. Tu ne crois pas que tu as tes chances? Vraiment?
tu es déjà très pessimiste. Je crois et je te jure que ça me donne une liberté incroyable, que j'ai 100% de chance d'exposer ce qui va se passer là-bas et qu'à partir de ce procès, ce qui va continuer à se passer, parce que je ne vais pas lâcher, je ne vais pas lâcher. Et qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va continuer à se passer? Eh bien, on saura qui est là et ce qu'ils sont en train de faire, qui sont les psychologues qui aident à retirer ces familles. Quelle démarche ou pratique thérapeutique appliquent-ils à ces enfants? Et que font-ils avec ces enfants? Et on va le savoir, on saura avec les noms et les prénoms. Mais une question, tu as déjà été condamné définitivement ou pas encore? Avec l'affaire de Lani, non, ce sera le premier procès en première instance. Tu as déjà été définitivement condamné pour l'affaire des filles? Non, eh bien, Non, parce que tu es encore en train de faire appel. si la Cour suprême rejette ce recours, en principe, ce recours prend 1 an et quelques. Dans la salle d'admission, maintenant, la salle d'admission, qui accepte généralement 15% des recours qu'elle reçoit, doit décider. Si elle réexamine, si elle accepte de réexaminer, elle revoit tout et elle annule ou confirme ce jugement 2 ou 3 ans après que la salle d'admission a dit qu'elle l'avait accepté. Tu es donc encore condamné aujourd'hui? Je reste condamnée jusqu'à présent, mais ce n'est pas définitif. Puisqu'une justice lente n'est pas une justice, ça n'a pas de sens. Et en plus, comment peuvent-ils ne pas accepter le recours alors que l'accusation présente une preuve? Comme tu l'as bien dit, mutilé, parce que je vais mettre le tweet, celui qui veut peut revenir en arrière dans le podcast, le tweet est là, ou que Bourou remette le tweet. Oui, oui, oui. Elle est condamnée parce qu'elle attaque directement les victimes pour un seul acte, Un tweet, oui. parce qu'elle attaque directement les victimes. Et il coupe là où elle mentionne Europa Press 2 fois. Et ainsi, on dirait qu'elle parle des victimes, pas de l'Europe. Que j'attaque les victimes et que mon tweet en est une preuve. Oui, oui, bon, donc elles sont déjà condamnées. Oui, elles sont condamnées, en réalité elles le sont. Juridiquement, La réalité juridique est qu'elles le sont. C'est-à-dire, là je ne peux pas dire non. non, non, mieux vaut ne pas en parler, parce que moi, en théorie, Si la liberté d'expression existait ici, en manipulant les informations que je manipule et en voyant ce que j'ai vu, je pourrais dire que, injustement, ces jeunes passent 4 ans injustement. C'est autre chose s'il fallait faire un travail immense avec eux et avec elles. au fait, La mère de la mineure s'en occupait et faisait mieux. Le problème vient d'elle, pas de moi, à apprendre aux enfants sur TikTok comment se masturber. bon. J'ai dit que ça allait être dingue. Tout cela est très grave. Ce qui m'inquiète surtout, c'est l'enlèvement de mineurs, mais ce sujet semble peu lié à l'affaire d'Armengol aux Baléares. Non, Non. parce que t'emmènes des filles loin de leur famille. Et au final, un enfant compte pour son père, sa mère, sa famille. Si cela n'importe pas à ta mère ou ton père, cela comptera pour un frère ou un oncle, mais il faut un vrai lien parent-enfant. Quand la construction de cet enfant en tant que personne, l'évolution éthique et morale de cet enfant dépend d'un fonctionnaire public et surtout de Gendouza. Qu'il soit entré dans le troisième secteur pour s'enrichir avec tout l'argent que donnent les fonds européens et les budgets généraux de l'État. Pour chaque mineur, c'est-à-dire tu as 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois, rien que pour l'éducation de ton enfant. Qui a cet argent? Pourrions-nous envoyer 3 de nos enfants dans une école privée en Suisse? C'est ce qui est donné pour chaque mineur. Cet argent, c'est eux qui le gardent, pas les familles. Quand les enfants sortent à 18 ans, ils partent avec 1 000 euros, 500, 500, tout au plus. Les familles ne reçoivent rien, c'est-à-dire pourquoi ne pas aider directement les familles sans intermédiaire? Pourquoi n'y a-t-il pas de services sociaux constructifs qui aident ces familles pour que leurs enfants grandissent en sécurité, aient toutes les garanties, puis s'intègrent et s'épanouissent sur le marché du travail? Ces enfants finissent dans un centre d'accueil à 13 ou 14 ans, les filles se prostituent, ou un enfant de 4 ans est violé par un Maghrébin. Comme cela vient de se produire en Navarre, qu'est-ce qu'un mineur étranger non accompagné de 16 ans fait dans le même espace qu'un enfant de 4 ans? La mère apprend le lendemain que son fils a été violé. C'est-à-dire des familles sans droit. Celui qui a le moins de droits, c'est le mineur, comme me l'ont dit l'association Justice Poétique et Melchor Miral. On retire la carte d'identité aux enfants, les jeunes, les adolescents n'ont pas le droit de déposer une plainte. C'est-à-dire
les personnes qui devraient avoir le plus de droits, le plus de privilèges, qui devraient être les plus protégées. Ce sont celles qui le sont le moins lorsqu'elles passent sous la responsabilité de l'État. Non, J'encourage toute personne à regarder la formation académique et intellectuelle d'un mineur lorsqu'il a 18 ans et qu'il doit quitter ce centre. Après, en plus, s'être forgé, s'être construit en sortant, en s'échappant toutes les 2 minutes pour voler, ce sont de véritables lieux de violence. Et elle, enceinte, à 18, 19 ans, ayant déjà 2 ou 3 enfants de pères différents. Les centres sous tutelle en ce moment, les centres de tutelle sont des enfers qui dévastent les futurs adultes, les enfants et qui détruisent les familles. Dans certains cas, ces enfants sont mieux avec leur famille. Probablement pas, mais il est certain qu'un grand nombre de ces enfants pourraient avoir une vie bien meilleure que celle qu'ils ont et que cet argent devrait être utilisé pour aider les familles au lieu de leur enlever leurs enfants, et ils sont enlevés de façon arbitraire. L'administration prévaut sur la justice, sur les décisions judiciaires, et c'est une règle non écrite. C'est toujours comme ça. Pourquoi? La pire sanction d'un juge est une amende, payée par l'administration avec l'argent des contribuables. Les familles n'ont pas les moyens de poursuivre, elles ne s'opposeront pas aux fonctionnaires. quelle est la solution à tout cela? Le révéler, exposer les psychologues légistes avec leurs noms et prénoms. Tu es convaincu que cela se passe dans toute l'Espagne, n'est-ce pas? J'ai connu un cas incroyable à Oviedo d'une mère à qui on a retiré sa fille à cause d'une dénonciation anonyme à l'école et on lui a retiré sa fille à cause d'une dénonciation anonyme à l'école. Elle dit que sa mère l'a frappée un jour, l'école appelle les services sociaux, la police arrive sur place, je crois que c'est la police, oui, la police autonome. À Oviedo, oui, je ne veux pas mélanger les cas. La police emmène la petite fille, il l'emmène de l'école et cette petite fille, 1 mois ou 2 plus tard. La mère et l'avocat m'écrivent parce qu'ils ont besoin de médiatiser l'affaire. Comment s'appelle l'avocat? Je ne me souviens pas, mais je peux te le chercher. C'était peut-être celui de la justice politique, il en vient? D'Oviedo, oui, donc sûrement, je crois, je te le cherche tout de suite. Cette fille a fini donc sur une page web en train de se rétablir. Se rétablissant, rétablit elle-même pendant qu'elle est dans le centre de tutelle. Parce qu'elle s'enfuit, parce qu'elle dorme dehors, parce qu'il ne se passe rien. C'est impossible. Voilà pourquoi on veut confier cela à la famille et pourquoi la famille traditionnelle doit être éliminée. C'est elle qui construit. Parce qu'un père fort met le feu à tout ça, Et je vais te dire une chose, surtout, d'abord pour détruire la famille. Ils doivent détruire l'homme. L'homme est déjà détruit juridiquement. ils doivent détruire l'homme juridiquement et ils doivent monter l'homme contre l'homme. Et là, le féminisme joue un rôle. Quel est ton avis sur le féminisme? Parce qu'elle, sachez-le, elle n'est pas seulement journaliste d'investigation, elle est aussi auteure de plusieurs livres. Manuel pour te défendre d'une féminazie, La mafia féministe que j'ai écrit en 2019 et 2020. Et ce que je pense, c'est qu'ils sont un réseau de clientélisme pour financer illégalement les partis politiques, tout comme le collectif LGTBI finance illégalement les partis politiques. Reçoivent-ils l'argent public provenant de l'Europe ou provenant du budget général de l'État? Et cet argent est-il envoyé aux partis politiques qui distribuent de petits pots de vin qui ne sont peut-être pas si petits, mais qui pour elles représentent beaucoup, tandis qu'eux gardent le reste de la fondation. Les femmes d'Elena Valenciano. Des fameux points violets de celle-ci. Combien coûtent les points violets? Eh bien, celle-ci a empoché 500 000 euros, elle a mal utilisé 500 000 euros. La fameuse Isabelle Garcia, d'ailleurs, mon client a aussi des photos avec elle. Suzanne Gisbert, non, Carmen Rowe. Le dieu 2. La secrétaire LGTBI du Parti socialiste, Suzanne Gisbert. Elle a beaucoup de photos avec Monique Oltracar, entre autres. Monique lui a présenté le livre et elle possède un recueil de poèmes. Cette dame écrit-elle? Ce que je dis, c'est ce qui suit. C'est une sorte de guerre d'usure contre tous ceux qui osent élever la voix.
Parce que Melchior Miralles aussi, pardonnez-moi de beaucoup parler, tout ce qui concerne les mineurs, c'est très Melchior Miralles. Il a également subi des conséquences terribles pour avoir révélé l'affaire de Code Cabezuda, à laquelle ont participé des présentateurs de télévision, des juges, des policiers, des hauts responsables, tout ce qui constitue le sommet du système. Ils avaient des relations sexuelles avec les mannequins de Code Cabezudo et ce type jouissait d'une totale impunité depuis l'intérieur de la justice, avec une femme juge qui rejetait tout. Ici, il ne se passe rien, jusqu'à ce que ça devienne une affaire tellement énorme qu'à la fin, ils n'ont pas eu d'autre choix. Si cela ne dépend que de moi, ça arrivera, et même si on m'emprisonne, je le rendrai encore plus visible. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. En plus, maintenant, je n'ai vraiment pas l'intention d'abandonner parce qu'ils ont essayé de tout me prendre. Je veux dire, il arrive un moment où on te demande de vivre avec 9 ans de menaces de prison. Est-ce qu'il y a eu un moment où ça t'a pris beaucoup, mais ça te donne aussi une liberté de dire, bon d'accord, alors allons à la guerre, parce que ce qu'ils veulent, c'est te tuer ou que tu te tues. Alors, il y a des gens qui se suicident pour des choses comme ça. C'est-à-dire, Ces 9 ans de prison, ce sont des dizaines de milliers d'euros déjà payés, déjà dépensés en avocat. C'est l'incertitude de « Écoute, je veux m'acheter une maison, mais bien sûr, que se passe-t-il si cette opportunité se présente? Mais si je vais en prison, tu ne peux pas faire ta vie, non, et ta carrière professionnelle est brisée, elle est brisée, mais l'intégrité vaut plus. Tu gagnes des points pour une autre vie? Crois-moi, je t'admire. c'est que si on ne te tue pas, il n'y a pas d'autre option. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déprimer, tu vas rester enfermé chez toi? Je n'ai jamais été quelqu'un de très sociable, mais ensuite, tu dois donner l'exemple chez toi et puis tu dois finir ce que tu as commencé. C'est-à-dire, s'ils pensaient que j'allais abandonner l'accusation populaire à Castellon ou contre Monica Oltra, je ne l'ai pas fait et ne le ferai pas. Ce ne sont pas des grands-parents qui se battent depuis 4 ans et demi, 5 ans pour leur petite fille, qu'ils ont heureusement retrouvée il y a 1 an. Ils l'ont déjà retrouvé. Grâce à toi? Non, grâce à eux, Oui, grâce à toi, tu m'as beaucoup aidé. je veux penser que j'ai aidé à médiatiser l'affaire et à révéler l'identité de type qui était à la portée de n'importe quel journaliste. S'il y a une question. Une procédure judiciaire menée à Castellon qui concerne la corruption de mineurs, parce que c'est bien de la corruption de mineurs. Comment ne pas enquêter ou publier qui sont les bénéficiaires de cette corruption de mineurs? J'ai une question pour toi. Pourquoi t'a-t-on appliqué une circonstance aggravante contre la communauté LGTBI? As-tu fait des déclarations concrètes à ce sujet? Non, non. Ce que je dis, et je ne me lasserai pas de le répéter, c'est que si eux étaient le président de la fédération de chasse de la communauté valencienne, ou si c'était toi à qui on avait donné un bébé, si c'était l'administration de Vox et du Parti populaire, celui qui serait poursuivi maintenant, ce serait toi, Vox et le Parti populaire. Et moi, j'aurais un punitz. À 100% toi, t'aurais un punitse. Une statue libératrice de mineurs qui enlève des enfants à l'extrême droite, qui utilise son pouvoir pour donner des enfants à des partisans. Ce sont des personnes LGTBI protégées. Dire quelque chose est déjà un délit de haine. Tu ne peux pas jouer la carte du victimisme. Tout d'abord, tu nous donnes l'impression que c'est toi qui considères que le fait d'être LGTBI ou d'être gay n'est pas normal, parce que tu es en train d'en faire quelque chose d'extraordinaire et de t'en servir comme alibi victimaire pour cacher que tu es une personne horrible qui enlève des enfants à des familles. Tu ne peux pas construire ta vie ni être heureuse au détriment de la vie des autres. Ce n'est pas possible, surtout quand on parle de ses enfants et de ses petits-enfants, et ça ne peut pas être bien. Christina, tu nous as pratiquement tout raconté ce que tu avais à nous dire. J'espère vraiment que mon public te soutiendra. J'espère vraiment que justice sera faite aussi bien dans la première affaire que dans la seconde. Je vais essayer d'être présent. Je vais essayer d'être là le jour du procès. Je vais essayer. Je ne peux pas le garantir parce que j'ai une vie très chargée, mais je vais essayer. Il y aura plusieurs youtubeurs, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent? Oui, eh bien, Kake Minuesa vient, Infobloguer va venir, Carlitos d'Espagne va venir. C'est-à-dire, écoute, eh bien très bien, parce qu'ils sont LGTBI, bien sûr. Écoute, ils ne sont pas LGTBI, écoute, je déteste un collectif, ce sont des personnes libres, ce sont des personnes homosexuelles, exactement. qui ne vivent pas,
qui ne font pas partie d'un collectif Dieu. et qui n'auront pas d'enfants sans en priver d'autres? Tu sais ce qui se passe? Ça m'énerve vraiment, mec, que les gens ne sachent pas faire la différence entre une personne gay, homosexuelle et de la communauté. Ceux de la communauté, ce sont des personnes qui font de l'activisme, des personnes qui veulent aller dans les écoles pour parler, des personnes qui veulent être partout, des personnes hystériques qui n'assument pas leur sexualité en privé. Et qui pensent que mutiler des enfants a quelque chose à voir avec les droits de l'enfance, mutiler des enfants est une autre forme de corruption de mineurs. Totalement. Penser qu'administrer des hormones ou mutiler des mineurs de moins de 15 ans est positif me semble une vraie barbarie. Ils me trouveront toujours opposé à cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles on retire des mineurs, c'est l'une des raisons des lois autonomiques, dans ce cas, la loi de l'âge. As-tu vu l'email de Jeffrey Epstein en train de parler avec le biologiste, l'un des plus grands biologistes des États-Unis, en disant qu'il fallait pousser l'agenda trans parce que c'était assez productif pour les activités qu'ils exerçaient sur leur île? Qu'il y ait des femmes avec un pénis parce qu'elles avaient le meilleur des deux mondes, alors que les hommes trans avaient le pire des deux. Exactement. Littéralement, c'est ce qu'ils disent. On pourrait aussi évoquer Epstein et la façon dont les enfants sont exploités dans le bloc occidental. Tu ne crois pas qu'il y a une sorte de spiritualité maléfique, démoniaque, qui utilise les enfants pour des sacrifices, des rituels, du sexe? Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est rien d'aussi élevé que la réalité terrestre, académique, que ces gens essaient d'imposer dans la vision du monde. Cela a à voir avec l'enfance depuis des centaines d'années, et cela concerne la normalisation de la pédophilie. Cela a à voir avec un agenda qui a commencé à être expérimenté et pratiqué en Allemagne jusqu'au début des années 2000 pendant 30. Kentler, non? Cela concerne l'expérience Kentler. Qui a mal tourné? Parlons de l'expérience Kentler parce que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Aujourd'hui, j'étais sur le point de faire une publication dans mon school, mais je dois faire très attention parce qu'ils peuvent me supprimer dans le school, mais je vais le faire avec beaucoup de précautions et je vais parler de ça. Mais j'aimerais que le public en sache plus sur toute l'expérience. Kentler était un médecin, psychologue, psychiatre allemand qui était gay et qui a reçu du soutien de la part du gouvernement allemand, du gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest, De l'Ouest, socialiste, car toutes les facilités, non même des subventions. c'était un gouvernement socialiste? Oui. À ce moment-là, oui, Ah, d'accord. En fait, c'était le socialisme. En fait, il y avait Willy Brandt et tous ces gens qui ont eu beaucoup de liens avec le Parti socialiste de Felipe González et qui ont reçu, il a mis en place une expérience qui s'appelait Expérience Zoo ou quelque chose comme ça, Station Zoo ou quelque chose comme ça, par laquelle le gouvernement allemand subventionnait que la tutelle soit assurée par des pédophiles condamnés avec une peine définitive et qui avaient même été en prison. Qu'on leur confiait des enfants placés pour que ces enfants grandissent de l'enfance à l'âge adulte avec ces pédophiles, évidemment, à travers des actes pédophiles. nous ne sommes pas en train d'inventer cela. Ce n'est pas une théorie du complot, tout cela est très bien documenté. N'importe qui peut le vérifier avec des noms et des prénoms pendant 30-35 ans. Cela a été réalisé avec l'accord, l'aide et le soutien institutionnel de ce gouvernement qui a injecté d'énormes sommes d'argent dans cette expérience. Et les résultats ont été des pédophiles, Condamnés, qu'ils soient, et les résultats ont été bons. enfants tourmentés, suicides, adultes avec des problèmes évidents qui ont ensuite abusé d'autres mineurs. Quel mineur est-il plus facile d'utiliser pour ce genre de choses? Orphelins, familles vulnérables, personnes sous tutelle de l'État. Des gens qui dérangent même parce que personne ne veut entendre parler de ces choses-là. Ce sont des choses compliquées, ce sont des choses qui sont comme la maladie. Personne ne croit qu'il va avoir une SLA ou une maladie rare. Et tout à coup, ça t'arrive, ces choses arrivent. Et en plus, la fourchette devient de plus en plus large. Mais le problème, ce n'est pas que ça arrive. Le problème, c'est qu'il y a des mécanismes qui fonctionnent dans le monde, sur lesquels nous n'avons pas la capacité d'influencer, qui, malheureusement, opèrent en faisant ce genre de choses avec des enfants. Parce que le cercle d'Epstein allait de la royauté aux politiciens, aux grands dirigeants d'Hollywood jusqu'aux hauts gradés de l'armée.
c'est que c'est tout ce qu'il a, toute personne qui détient du pouvoir. Il semble que dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle industrie, il semble qu'il faille passer par un cercle. Et ce cercle est toujours, il est sordide, louche, pervers. C'est être allé trop loin, c'est en avoir eu trop. Les cercles maçonniques mondialistes, qui sont actuellement très présents dans l'agenda 2030 que tout le monde connaît, on croyait récemment à une théorie du complot, ce qui montre qu'il n'est pas nécessaire d'aller aux États-Unis. En fait, le président du gouvernement utilisait les saunas de son beau-père avec des mineurs prostituées pour recueillir des informations et faire chanter des politiciens, des juges, des procureurs et toutes les personnes qui aujourd'hui commencent à émerger. À l'heure actuelle, il est déjà prouvé que dans les saunas du beau-père de Sanchez, des mineurs étaient prostituées. Ça va nous attirer des ennuis. Paratsiman, non, Pedro Sanchez a un beau-père qui utilisait des saunas dans lesquels des mineurs étaient prostitués. C'est très largement publié, très largement publié. Mais dans ce pays, ça n'affecte personne, hein? En fait, si tu le dénonces, eh bien, laisse les homosexuels être heureux. Oui, bon qu'ils les laissent heureux et que les enfants dorment avec qui ils veulent. Seul, a dit Irène Mondero. Comme disait Irène Mondero, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont vraiment cru que c'était une sorte de non. Parce qu'elle l'a refait le mois suivant. Oui, elle l'a répété plusieurs fois, elle l'a vraiment beaucoup répété. Les enfants ont le droit, ils ont le droit d'aller se coucher, Avec qui ils veulent? à aller se coucher avec qui ils veulent, si tel est leur désir, à ne pas être touchés, si tel n'est pas leur souhait. Et que nous touche qui le souhaite exactement, qui ils veulent exactement. Et c'est ce qui se passe dans les centres d'accueil, pas chez Irène Mondero, évidemment, mais chez les enfants placés, c'est-à-dire dans le système de tutelle des mineurs. Et indépendamment du gouvernement autonome, l'entreprise, le tiers secteur, tout ce qui concerne les ONG qui gèrent ces centres d'accueil, ils ont à voir avec la gauche et avec la gauche, c'est mon schéma. Tu crois que c'est droite contre gauche? Je te demande, Vraiment? parce qu'en ce qui concerne les abus, non, mais en ce qui concerne la tutelle et la corruption de mineurs, oui. C'est autre chose si la responsabilité juridique incombe au gouvernement et au département qui a la tutelle de ces mineurs, peu importe leur couleur politique. Le Parti populaire aussi en a. Mais c'est là que j'interviens et je te dis que je pense que tout ça est trop dépassé. Cette histoire de droite, cette histoire de gauche, oui, Mais il y a une chose dont tu dois vraiment tenir compte. Il y a certaines structures qui continuent d'être utilisées, comme les quartiers d'hiver dont parlait Air Jaune, pour que les gens puissent perdurer ou continuer à gagner de l'argent pendant qu'ils ne gouvernent pas. Ces réseaux de clientélisme, ces réseaux que la droite utilise comme stratégie d'apaisement pour que l'extrême gauche ne descende pas dans la rue pour tout brûler ou qu'elle descende dans la rue pour tout brûler sans trop leur compliquer la vie. Et l'un de ces quartiers d'hiver, ce sont les entreprises du tiers secteur qui sont liées au centre de tutelle des mineurs. c'est quelque chose. Est-ce vrai que la gauche en Espagne détient un pouvoir absolument démesuré? Parce que même sans gouverner, elle est capable d'influencer les décisions du gouvernement. Parce que si on touche aux petits arrangements d'où vivent des milliers et des milliers de profiteurs, ces milliers et milliers de profiteurs ont des associations de personnes très violentes qui vont descendre dans la rue pour tout brûler. En revanche, la droite, politiquement. Et que l'histoire des enfants dérange énormément. Pourquoi penses-tu que c'est ce qui dérange le plus? C'est parce que personne ne veut s'impliquer dans ces choses-là. Finalement, celui qui dénonce devient le criminel alors qu'il ne veut rien faire d'illégal, n'est-ce pas? Donc, tant que les gens le savent, c'est pour ça que je fais cet effort ce mois-ci. C'est bien, voilà, c'est ici, dans votre domaine, que l'information passe par vous, que ma famille le sache, eh bien, je suis heureuse. Tous mes efforts sont actuellement consacrés à cela. Attends-tu une quelconque réaction si tu es condamné? Une réaction de leur part? De la société en général? Non, je n'attends pas de lynchage public, mais je l'ai déjà vécu, c'est-à-dire que j'y suis habituée. Ça ne t'énerve pas de voir la docilité des Espagnols? Je demande. Écoute, il est arrivé un moment où, et ça va sembler très triste, mais je ne me bats plus pour le peuple espagnol, je ne me bats plus pour le peuple espagnol. S'il y a quelqu'un qui me demande de l'aide et que je considère que c'est une cause juste, j'aide, mais je ne me bats pas pour le peuple espagnol. Je n'aime pas le pays dans lequel je vis parce qu'il n'était pas si difficile de prévoir ce qui est en train de se passer.
Ce n'est pas que je sois condamné pour toutes ces histoires, mais pour un fil Twitter où je raconte que Plus Ultra en 2021, en 2021, que Plus Ultra, c'était un réseau de trafic pour déplacer la drogue entre l'Hispano-Amérique, l'Iran, l'Afrique et l'Espagne. Quelles sont les nouveautés de cette semaine sur Plus Ultra? Qu'ils transportèrent de la drogue à l'insu des passagers et aujourd'hui qu'ils transportèrent des armes de Madrid à la Guinée. C'est nous, et parce que nous leur avons laissé le siège du crime transnational hispano-américain, ibéro-américain et africain, Tu as dit qu'ils t'ont aussi condamné pour avoir parlé de Plus Ultra, à la salle d'admission de la Cour suprême, ils m'en veulent. mais ce que tu viens de me raconter vient juste de sortir. Et toi, personne ne va t'embêter pour ça. Une ordonnance, un écrit avec les nouveaux faits avant que l'admission ne soit rejetée pour prévenir une tentation de rejeter l'admission de ce recours. Tu ne peux faire appel à la Cour suprême que pour infraction à la loi, pas pour de nouveaux faits. S'il y a eu une application incorrecte de la qualification pénale, dans ce cas, on me poursuivait pour injures et calomnies envers une entreprise privée dans laquelle, lors de ce procès, j'ai témoigné. Julio Martinez, arrêté ensuite par l'UDES et qui en plus va être jugé en ce moment. Le président de Plus Ultra est-il mis en examen pour avoir dit tout ce qui sort maintenant? Je suis aussi condamné pour avoir traité à balos de clients de prostituées. Et c'est un client de prostituée? Il est en prison, j'ai dit que c'était un client de prostituée et qu'en plus il blanchissait de l'argent avec Tiadels ou avec une ONG basée à Valence et qui est péruvienne ou qu'il a acheté un faux doctorat à Chimbot au Pérou. Le problème, c'est la justice. Le problème n'est pas... Que la justice sert les politiciens tout comme les policiers. Le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive. Le problème, c'est que personne n'arrête ça. Toi, tu fais ton travail. Ton rôle, c'est d'informer, de révéler. Quand tu t'assois devant un juge et qu'il y a une, tu es... Le criminel? Principe de véracité. Et ensuite, dans les affaires pénales, on n'applique pas l'indubio pro reo, c'est-à-dire, en cas de doute, toujours en faveur de l'accusé. Le droit pénal est le dernier recours du droit. Sinon, les prisons seraient, je ne sais pas, il y aurait 200 secours en Espagne. Eh bien, ça c'est faux, ça c'est faux. Tu veux me faire croire qu'un instructeur, une juge de première instance et 3 magistrats de l'audience provinciale de Valence pensent qu'un de mes tweets, ce tweet-là, c'est de la torture? Non, 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 eux, ils n'y croient pas, mais ils faisaient un scandale, ils posaient un précédent. Le message est létal parce qu'il est collectif et en plus, il prévient et il donne une leçon et ils te disent « voilà ce qui peut arriver ». Cette fameuse trace de la haine dont parle le président du gouvernement, maintenant non, qui l'inquiète tant. Eh bien donc ce jugement à moi, si la Cour suprême le confirme, cela veut dire que maintenant les deux parties, la gauche comme la droite peuvent jouer au même jeu. En utilisant cette condamnation pour un tweet, tu peux être condamné pour torture, tu ne passes pas par la diffamation au civil pour payer une amende, ils peuvent t'envoyer en prison pour 15 mois. Eh bien, Christina, il ne me reste vraiment plus qu'à te souhaiter bonne chance. Tu as mon soutien. J'essaierai d'être présent au procès et je vais te donner l'opportunité. Quelque chose que tu voudrais dire au public? Quelque chose avec lequel tu voudrais conclure l'émission? Non? Regarde, le sujet de Castellon s'impliquait dans ces histoires de mineurs. Quand tu dénonces que les institutions volent des enfants en toute impunité et qu'elles désobéissent aux décisions de justice, détruisant des vies, c'est l'un des sujets, pour ne pas dire le plus important, vraiment le plus important. Je suis fière et je le serai sûrement tout au long de ma carrière professionnelle. Je sais que cela ne m'aidera jamais à évoluer de façon extraordinaire dans le domaine professionnel, mais c'est comme ça. Tu es fier? Je suis assez fière. Eh bien, moi aussi, je suis fier qu'il y ait encore des journalistes comme ça. S'il te plaît, continue. Et je comprends que de ma position, c'est facile à dire avec tout ce que tu as. Pour l'instant, je n'ai reçu que des humiliations publiques. Je ne me suis pas encore retrouvé sur le banc des accusés pour tout ce que je fais, mais je crains que ce jour n'arrive bientôt. Si on continue comme ça, vraiment, ce podcast a commencé comme une fusée. Maintenant, je subis un terrible shadow ban. Vous ne le recommandez pas? Ils nous ont déjà supprimé 2 émissions, on a 2 avertissements, une petite erreur de plus et ils nous suppriment tout.
On en est là. Et maintenant, le gouvernement essaie de faire de nouvelles lois pour que ce type de contenu puisse être supprimé pour incitation à la haine de façon totalement arbitraire. Que ça ne vaille pas le coup, Oui, ce sont eux qui décident. Bien sûr, ça me coûte de l'argent d'être ici, de payer mon producteur, de payer le loyer, d'avoir les caméras. Tout ça coûte de l'argent. Et ils font en sorte que ce soit assez difficile. La vulgarisation est compliquée et je vois avec beaucoup de crainte qu'ils commencent déjà malheureusement à s'en mêler. Ils se rendent compte que ce côté est en train de gagner la guerre et ce côté n'est pas le côté de la droite. Messieurs, ne vous trompez pas, c'est le côté de la vérité. La vérité est unique, peu importe qui l'a dit. La vérité, il n'y a pas plusieurs vérités. c'est la vérité. La vérité est unique. C'est la vérité. Je suis un ours, Christina est une ours, ce n'est pas une blague, c'est une vérité. Et malheureusement, divulguer la vérité dans un monde qui ne tient debout que par le mensonge fait de toi l'ennemi de ceux qui veulent que le mensonge perdure. Dire à la mort toujours, 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 ne faites jamais de compromis et c'est quelque chose avec laquelle je vais terminer. N'acceptez jamais d'accord avec ceux qui vous menacent pour que vous acceptiez de vivre, c'est-à-dire pour qu'ils vous épargnent la vie. Moi, dans la première affaire, la procureure a essayé de me proposer un accord pour payer une amende. Qui consistait à ce que tu te retires de l'accusation. Non, elle n'a pas essayé, à la porte du procès, de me proposer quelque chose pour éviter l'audience et me coller une condamnation afin qu'il puisse y avoir des gros titres. Je ne l'ai même pas écoutée et cette fois-ci, elle va me proposer la même chose. Je ne vais pas l'écouter. Ils ne trouvent jamais d'accord avec ceux qui veulent seulement leur accorder un peu de vie, bien moins que ce que vous méritez. Tu es formidable, Christina. J'ai adoré cette émission et j'espère que nous allons tous la soutenir. Elle a été très courageuse, elle est très courageuse et elle affronte tout ça. Elle a une famille, elle a des enfants, elle risque des peines de prison. Alors soutenons-la de toutes nos forces et j'espère que vous avez apprécié cette émission. On se retrouve dans le prochain épisode de l'usine.